Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Au sommaire de l'actualité de ce vendredi, un émissaire guinéen au Palais de l'Unité, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, est allé transmettre au président Paul Biya les félicitations du président Alpha Condé après sa réélection à la tête du Cameroun. Compte rendu d'audience dans ce journal. Toute tentative de violation des lois de la République et de trouble à l'ordre public sera réprimée avec la dernière énergie. Mise en garde du ministre de l'Administration territoriale ce vendredi au cours d'un point de presse à Yaoundé. Avec 89,21% en faveur du candidat du RDPC, la région de l'extrême nord confirme la relation étroite qui la lie au président Paul Biya. Les raisons de ce vote massif. Cheikh Tilabi Silla, ministre guinéen de l'énergie et de l'hydraulique, envoyé spécial du président Alpha Condé de Guinée auprès du chef de l'État. C'est la première apparition officielle du président Biya depuis sa brillante réélection le 7 octobre dernier à la tête du Cameroun. Et c'est un homme d'État serein, occupé à assumer pleinement sa charge, dans l'attente de son investiture solennelle, que Paul Biya va accueillir l'émissaire de son homologue de Guinée. Une audience d'un peu plus d'une demi-heure au cours de laquelle l'actualité récente au Cameroun va s'inviter d'emblée. Le président de la République, son Excellence Alpha Condé, a félicité son frère et ami pour sa brillante réélection à la magistrature suprême du pays. Et il lui a souhaité beaucoup de succès pour que, grâce à son expérience avérée dans toute l'Afrique, qu'il puisse encore davantage aider le Cameroun à émerger, mais aider les autres pays aussi, dont la Guinée, à émerger. Au-delà de la transmission au chef de l'État des chaleureuses félicitations de son homologue guinéen suite à sa réélection à la tête du pays, l'audience de ce 26 octobre 2018 au Palais de l'Unité va donner l'opportunité au président Biya d'évoquer avec son hôte diverses questions d'intérêt partagé. Occasion pour l'émissaire guinéen de saluer la haute stature internationale du chef de l'État camerounais. Je suis très sincèrement ému suite à cette rencontre. Je viens de rencontrer un grand homme africain qui a l'ambition de développer non seulement le Cameroun, son pays, mais de développer toute l'Afrique et d'unir tous les Africains, les intégrer dans un programme ambitieux de développement pour toute l'Afrique et pour le bonheur de tous les Africains. Et c'est profondément marqué par la qualité de l'accueil reçu et de la large convergence de vues qui aura entouré ces échanges avec le chef de l'État camerounais que l'envoyé spécial du président Alpha Condé sera raccompagné au perron du palais présidentiel. Présidentielle 2018, la fin du processus dans quelques jours avec la prestation de serment du président élu de la République du Cameroun. En attendant, toutes les manifestations publiques doivent de nouveau se tenir dans les conditions prévues par la loi. Les Gambili. L'administration territoriale ce vendredi a tourné autour de l'évaluation des différentes étapes en amont de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre. Un processus électoral jugé globalement satisfaisant. Il y a toutefois lieu de regretter qu'avant l'élection présidentielle et après celle-ci, un candidat ait cru devoir faire des déclarations s'inscrivant dans une démarche illégale et anticonstitutionnelle, notamment en s'autoproclamant vainqueur de l'élection avant même que le Conseil constitutionnel, autorité compétente, ne se soit prononcé. Il a ensuite de nouveau décidé de se mettre en marge de la légalité en contestant le verdict du Conseil constitutionnel. Le dit candidat et son entourage n'ont cessé de multiplier les provocations et de poser des actes dangereux pour la paix sociale. La multiplication des actes de provocation et des déclarations
ont amené le ministre Paul Atangandi à rappeler les dispositions de la loi, réprimant les atteintes à la sûreté de l'État, l'incitation à la rébellion et surtout le cadre réglementaire des manifestations publiques au lendemain du scrutin présidentiel. Les manifestations publiques doivent désormais de nouveau se dérouler dans les conditions prévues par la loi. Toutes les tentatives de troubles à l'ordre public seront traitées avec la plus grande fermeté. Les auteurs auront à répondre devant les instances judiciaires compétentes. À ma connaissance, la qualité d'ancien candidat à l'élection présidentielle ou membre d'un parti politique ne confère aucune immunité. Comme au Conseil constitutionnel et en attendant la prestation de serment du président de la République élu, on estime au ministère de l'administration territoriale que le scrutin présidentiel relève désormais du passé. Les appels au calme qui continuent d'affluer au lendemain du scrutin du 7 octobre dernier. L'Église catholique orthodoxe appelle à privilégier le dialogue et la paix après la proclamation de la victoire du président Paul Biya. Elle condamne avec fermeté tout ce qui concourt à la déstabilisation du Cameroun. Les précisions de Séverin Alegambili. L'Église catholique orthodoxe est au Cameroun. Une présence matérielle et spirituelle qui ne l'éloigne pas du tout de ce qui se dit ou se fait depuis la clôture du scrutin présidentiel. En prière et en méditation, l'Église catholique orthodoxe milite pour la cohésion sociale. L'Église orthodoxe est contente du déroulement des élections et que tout don parfait vient d'en haut et procède de Dieu. L'Église catholique veut la paix, rien que la paix pour le Cameroun. Nous ne comprenons pas maintenant comment certaines personnes, je ne sais pas, si c'est au nom des églises, si c'est au nom de leur propre, se mettent maintenant à juger ce qui a déjà été jugé. Donc la position de l'Église orthodoxe, c'est la paix pour le Cameroun. Un candidat à l'élection présidentielle 2018 s'insurge contre le dessein inavoué visant à discréditer les institutions camerounaises. L'attaque est systématisée à l'égard des institutions de la République. On cautionne, on encourage, on protège, on parraine des dynamiques de guerre civile où les gens décident de démanteler la légalité républicaine et on les parraine au nom d'une certaine légitimité de leur action. Mais quelle légitimité? C'est quoi cette légitimité qu'on veut toujours opposer à la légalité? Sur quelle base on peut le faire? Mais comment quelqu'un peut décider sur lui de mettre hors d'état de fonctionnement, de mettre entre parenthèses l'ensemble de nos institutions, l'ensemble de la loi qui garantit notre vivre ensemble? Il met ça comme ça de côté et on tolère ça au nom, je ne sais pas de quelle raison politique. Il faut arrêter ça. Rien n'est pris à la légère. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole, condamne fermement les interférences extérieures. Le gouvernement exige, en particulier RFI, de respecter le peuple camerounais. Ce peuple est fier de lui. Il n'a jamais accepté une puissance tutélaire qui doit lui dicter ce que doit être sa conduite. C'est pour cette raison donc au nom du gouvernement, nous demandons à RFI, à partir de désormais, de respecter la grandeur de cette nation. Les appels à la paix se multiplient, une indication réelle de la volonté des Camerounais à continuer à vivre en communauté au-delà des différences culturelles et des convictions idéologiques. Les populations de la région de l'extrême nord renouvellent leur fidélité au président Paul Biya. Elles l'ont élu à 89,21% lors de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Une large victoire qui, de l'avis de nombreux Depuis sa création en 1980, entre le président Paul Biya, cette dimension historique et psycho-affective peut justifier le score enregistré par le candidat du RDPC à la présidentielle du 7 octobre dernier. Il est le créateur de cette province qui est devenue région et les populations de cet espace avaient eu le sentiment d'avoir été lésées au temps de l'ancien régime. Ce qui fait que finalement, quand Paul Biya
arrive même Nord. Cet argument surabonde là où abonde cette région. Et c'est là tout le paradoxe de cette victoire. On regarde les records de taux de pauvreté, de l'état des routes, de toutes les infrastructures existantes dans la région de l'extrême nord. Je crois que le président lui-même était ici. Ça ne se comprend pas si on ne tient pas en compte le premier facteur, celui du lien affectif. « 37 arrondissements de la région de l'extrême. C'est toujours à la base, chaque fois qu'il y avait une activité, ils étaient là et parcouraient les coins et les recoins de la région. À ces explications, il faut ajouter. Et dans la suite du décryptage de cette actualité post-proclamation des résultats de la présidentielle du 7 octobre 2010, de la CRTV. Bonsoir Aimé Robert. Bonsoir Karine. Alors le séisme politique que certains espéraient n'a pas eu lieu. Le président Paul Biya a été réélu de fort belle manière avec 71,28% de suffrages exprimés. Mais certains acteurs semblent avoir du mal à se rendre à cette évidence. Pourtant, la victoire du président Paul Biya est des plus logiques au regard du contexte et des acteurs en présence. Pas de tsunami politique au pays de Paul Biya. Il a relégué les autres candidats très loin derrière avec ses 71,32% des suffrages exprimés. Le suivant ne pointe qu'à 14,23%. L'écart considérable est davantage mesurable en valeur absolue. Paul Biya a une avance de plus de 2 millions de voix. Quoi qu'on dise, il y avait lui et les autres. Lui, le président candidat, avec en main toutes les cartes de la prime au sortant, fort de son ancrage dans l'imaginaire collectif, l'enracinement à la base de son parti, le RDPC, avec ses 360 sections sur l'ensemble du triangle national et 17 à l'étranger, face à une opposition en ordre dispersée, inconnue dans les entrailles du Cameroun profond, comme dans certains villages de Barbezé à l'est ou de Soulé-des-Rois à l'extrême nord, la dynamique de la victoire était du côté de la force de l'expérience. Paul Biya ne pouvait que gagner et il a gagné. Dans une présidentielle où les déterminants du vote ne se comptent pas au nombre de likes sur Facebook, et pas tant que ça la surenchère des programmes, mais davantage aux allégeances de cœur, de sang et de raison. Selon la théorie de Lenlor Meton, Paul Biya a fait le plein dans les bassins électoraux qui font basculer la présidentielle. En l'occurrence, le Grand Nord, malgré les assauts répétés des autres candidats, le septentrion s'est refusé à eux, à la fois pour des raisons psychologiques, historiques et anthropologiques, tout comme l'abstention du vote protestataire de gré ou de force au nord-ouest et au sud-ouest ne pouvait pas jouer contre le président. Paul Biya ne pouvait que gagner et il a gagné. Enfin, certains de ses adversaires ont eu la mauvaise idée de cliver la campagne. Paul Biya est dès lors vite apparu comme la figure paternaliste du rassembleur. Lui seul a su et pu élargir ses soutiens et rallier au-delà de ses partisans naturels. La grandeur est toujours du côté de ceux qui réparent et non de ceux qui séparent. Paul Biya ne pouvait donc gagner et il a gagné. Et dans la même veine, Aimé Robert, vous jugez irrecevable le procès en incompétence que certains font à nos institutions impliquées dans le processus électoral. En effet, quand la puissance souveraine du peuple s'est exprimée, il faut s'y plier. Quand nous nous donnons des institutions, nous nous devons de les respecter. Quand on accepte les règles du jeu avant le match, on ne doit pas rêver d'une improbable troisième mi-temps dans la rue. Car notre processus électoral est certes perfectible, mais l'année 2018 nous aura laissé de beaux souvenirs avec un organe Élections Cameroun sans fausse note matérielle. Une campagne électorale animée, un accès libre aux médias d'État, un contentieux électoral en mondovision devant les sages du Conseil constitutionnel. Après une telle séquence, on ne peut pas vouer aux gémonies tout le processus électoral et nos institutions. Ça va être habité par ce que les dieux grecs appelaient l'hubris, un orgueil démesuré qui voile les yeux sur la réalité. Le président élu Paul Biya prêtera donc serment dans les prochains jours. Une question hante dès lors toute l'opinion nationale et internationale. Que fera-t-il de ce nouveau septennat?
Paul Biya réélu s'emploiera certainement à faire ce qu'il a promis. Karine, je vous invite à relire sa profession de foi articulée autour de 10 engagements avec un leitmotiv qui revient à la fois dans son tuile des déclarations de candidature le 13 juin et dans son tuile des remerciements des électeurs le 22 octobre dernier. Ce leitmotiv se résume en une phrase clé: faire du Cameroun un pays encore plus uni, stable et prospère. Tout dans cette énonciation nous rappelle à la fois les défis de la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'enjeu de la reconstruction à l'extrême nord après la victoire militaire contre Boko Haram et l'aspiration légitime des Camerounais à goûter aux fruits d'une croissance forte et inclusive. Que fera donc le président réélu? Une certitude, Karine, les hommes d'État sont habités par une obsession, leur marque dans l'histoire. Et le président Paul Biya, comme tous les hommes d'État, dans la solitude du pouvoir, loin du tumulte de l'opinion et du bal des courtisans, se pose forcément cette question: que va-t-on retenir du renouveau? Paul Biya fera donc tout pour parachever l'édifice de sa trace dans l'histoire. Mais comme disait l'ancien chef d'État français François Hollande dans ses mémoires « Les leçons du pouvoir », aucun président ne peut réussir tout seul. D'où l'urgence d'un sursaut collectif pour capitaliser ce septennat des grandes opportunités, mais aussi des grandes espérances. Merci beaucoup, Aimé Robert Bina. Merci. À la suite de cet échange, ces lettres de félicitations adressées au président élu Paul Biya pour sa réélection à la tête du Cameroun. La première du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à son Excellence Paul Biya, le président de la République populaire de Chine, écrit: Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de votre réélection à la fonction de président de la République du Cameroun, je tiens à vous exprimer au nom du gouvernement et du peuple chinois et à mon nom personnel mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux. Que le gouvernement et le peuple camerounais, sous votre conduite, enregistrent de plus grandes réalisations vers l'émergence. Vous êtes un bon ami de longue date du peuple chinois. Cette année, nous nous sommes rencontrés 2 fois pendant votre visite d'État en Chine et votre participation au sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine. Nous avons eu un entretien fructueux sur les échanges amicaux et la coopération pragmatique dans divers domaines et nous en avons dégagé d'importants consensus. J'attache une grande importance au développement des relations sino-camerounaises et voudrais travailler ensemble avec vous en saisissant l'occasion de la mise en œuvre des acquis du 10 sommet pour porter les relations d'amitié et de coopération sino-camerounaise à un niveau encore plus élevé. Je formule mes vœux pour la prospérité de votre pays et le bonheur du peuple camerounais. C'est signé Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Cet autre message de félicitations adressé au président de la République, message de Recep Tayyip Erdogan, président de Turquie. Il écrit: Monsieur le Président, je tiens à féliciter à mon nom personnel et au nom de ma nation votre Excellence de tout mon cœur à l'occasion de votre réélection en tant que président du Cameroun. Je suis convaincu que les relations entre nos 2 pays seront renforcées et développées avec nos efforts conjoints sur la base des intérêts de nos peuples et de façon à refléter leur potentiel aussi pendant votre nouvelle mission. En saisissant cette occasion, je tiens à réitérer mes vœux pour les meilleurs pour la santé, le bonheur de votre Excellence ainsi que le bien-être et la prospérité du peuple camerounais frère. Cet autre message de félicitations adressé au président de la République du Cameroun à l'occasion de sa réélection à la tête du Cameroun, message de Macky Sall, président du Sénégal. Monsieur le Président et chers frères, j'ai grand plaisir à vous adresser mes chaleureuses félicitations suite à votre brillante réélection à la magistrature suprême. J'y ajoute les vœux les meilleurs de bien-être et de réussite que je forme pour la réussite de votre mission au service de vos compatriotes. Je saisis cette heureuse occasion pour vous réitérer ma disponibilité constante à œuvrer avec vous à la poursuite de nos efforts concertés pour le renforcement des excellentes relations d'amitié cordiale et de coopération conviviale entre nos 2 pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute et fraternelle considération.
Ces autres messages, en bref, suite à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, de nombreux partis politiques alliés ou ralliés au RDPC nous ont fait parvenir des déclarations de soutien et des communiqués. L'UPC réitère son soutien total à la politique du président Paul Biya. Son secrétaire général Robert Bapolipot adresse au candidat du RDPC ses vives félicitations suite à sa réélection à la magistrature suprême. La Mecque du docteur Joachim Tabiono adresse également ses félicitations au président Paul Biya, tout en invitant les Camerounais à se mettre derrière le président élu. Le groupe des partis politiques pour le dialogue national, à travers les signatures d'Isaac Feuzeux et Bobo Abega Martin, félicite le président réélu et lui réitère son soutien. Le Parti des ouvriers et paysans camerounais de Adolphe Abega salue l'éclatante victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle, tout comme le MPR, la majorité patriotique et républicaine. Autre déclaration, celle de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qui apprécie le déroulement du processus électoral, en dégage quelques leçons et félicite par la voix de Shemouta Divine Banda tous les candidats pour leur sens aigu du patriotisme. Enfin, l'Association des écrivains du Sénégal, AES, exprime ses chaleureuses félicitations au président de la République, Paul Biya. Dans la suite du journal, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience ce vendredi l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Cameroun, son Excellence Mohamed Suleiman. Le très honorable Kavaye Djibril et son hôte ont échangé sur la coopération bilatérale et parlementaire entretenue par Yaoundé et Riyad. Compte rendu d'audience avec Claristan. Ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite dans notre pays, a reçu les honneurs dus à son rang au cabinet du très honorable Kavaye Djibril. Près d'une heure, la riche et dense relation entre le Conseil de la possibilité de renforcer les activités du groupe d'amitié camerounais-saoudien. Également passé en revue les réalisations saoudiennes en cours au Cameroun. Nous inaugurerons très bientôt les nouveaux immeubles de l'ambassade et également les locaux qui devront servir au personnel. Bientôt vont démarrer les travaux de la construction du lycée technique à Douala qui est financé par l'Arabie saoudite. Les travaux de la route au Lamakribi sont en cours. Il y a également de nouveaux projets qui sont en cours d'études et les discussions sont en cours entre les responsables saoudiens et les responsables camerounais. Par ailleurs, plusieurs autres projets camerounais sont tributaires des financements de la Banque islamique de développement dans les secteurs sanitaires, éducatifs, énergétiques, agricoles et certains autres se rapportent aux infrastructures routières. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite, Mohamed Suleiman, qui a été reçu également en audience ce vendredi par le ministre Adoum Gargoum, chargé des relations avec le monde islamique au ministère des Relations extérieures. Cette audience était suivie de celle accordée François Xavier de Denis. Échange porte sur la tenue d'un important sommet au 26 janvier prochain à N'Djamena, auquel le Cameroun, bien sûr, est convié. Le but de la conférence est vraiment, au niveau des 7 pays qui participeront, 3 pays sahéliens et 4 pays du Sud, de mettre au point un véritable plan opérationnel, j'ose dire même un plan de bataille, pour enrayer autant que faire se peut et le plus vite possible la circulation de ces groupes armés qui empestent la vie de beaucoup de gens et qui font beaucoup de dégâts au niveau. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Cameroun,
lui aussi porteur d'un important message. Nous allons pouvoir inaugurer très bientôt la chancellerie, la résidence de l'ambassadeur et ainsi que le complexe qui va servir de logement au personnel de l'ambassade. Le Royaume d'Arabie Saoudite entretient des liens solides avec le Cameroun, notamment dans les secteurs agricoles, du transport ferroviaire et de l'éducation. Je signale que nous reviendrons vers la fin de ce journal sur cette mise en garde du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji, en ce qui concerne les manifestations publiques et les troubles à l'ordre public. Hier, jeudi 25 octobre, le Cameroun célébrait avec un léger décalage la Journée mondiale de l'alimentation sur le thème « Agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030, c'est possible ». La cérémonie était présidée à l'esplanade du Musée national. Des distinctions honorifiques ainsi que du matériel agricole afin de franchir le cap de la faim zéro, en 2030. Je vous propose de faire à présent une incursion dans un camp agricole mis sur pied par un ressortissant chinois du nom de Wu Yang, une initiative à l'origine de nouvelles cultures qui progressivement ont pignon sur rue dans la capitale du Sud et contribuent au bien-être des Camerounais. Reportage Camille Michel-Rita-Zengue de CRTV Sud. Cet homme est l'un des principaux bras droits de Wu Yang, le chef d'orchestre de cette vaste plantation sortie des fonds baptismaux ici à Enongal, une banlieue des boulevards. L'initiative du ressortissant de l'Empire du Milieu a également permis de faire connaissance avec les cultures d'origine orientale et précisément de la Chine. Ce cas agricole est donc le champ d'expérimentation de la culture des variétés culturelles importées de la Chine et avec lesquelles les consommateurs camerounais commencent à se familiariser. Ces aliments sont cuisinés presque de la même manière, la seule différence que eux ils frient beaucoup plus leur nourriture. Donc on finit de découper, on lave et on frit. Si au début tiennent la promesse des fleurs. Wu Yang et quelques-uns de ses compatriotes sont comme des poissons dans l'eau et contribuent extraordinaire qui s'est tenu hier en N'Djamena au Tchad. Bilan des travaux avec Michel Abanda. Les assises des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC ont procédé à un examen critique de la situation économique dans la sous-région. 2 ans après l'adoption des réformes à Yaoundé, les résultats restent en deçà des attentes. La croissance économique reste très faible et contrastée entre les pays de la zone. Les réserves de change se situent en deçà de 3 mois d'importation requis, malgré la montée des coûts du pétrole et les appuis budgétaires reçus. Sont très illégales, avec des dérapages budgétaires observés dans certains pays en liaison exercée sur les finances publiques par le défi sécuritaire. Ces dysfonctionnements inquiètent les partenaires de la CEMAC. Les États membres réaffirment la mise en œuvre urgente de toutes mesures contenues dans les programmes économiques conclus avec le Fonds monétaire international. Aussi, la stratégie de sortie des crises l'ensemble des résolutions pertinentes de ces assises, car notre sous-région est en butte à de nombreux risques susceptibles de compromettre les efforts que nous avons consentis. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale subit des réformes. Séparation des fonctions de président de la BEDAC et de président du conseil d'administration, création également d'un comité de crédit et d'un comité de rémunération. Notre stratégie commune pour sortir la CEMAC de la crise exige d'être urgemment
relancée par la mise en œuvre sans faille et dans un esprit véritablement collectif et solidaire des mesures appropriées de redressement économique et financier. Nous n'avons pas le droit de trahir les espoirs que suscite légitimement ce rendez-vous du N'Djamena. Enfin, les chefs d'État ont renouvelé leur engagement à la résolution des poches de conflits et d'insécurité dans l'ensemble de l'espace CEMAC. L'université de Bamenda est en deuil. Le professeur Paul Bouffon a été assassiné il y a plusieurs heures par des hommes armés non identifiés. Il était directeur des affaires administratives dans cette université. L'annonce a été faite ce vendredi par le rectorat au cours d'un point de presse. Les détails avec Augustin Guizana à Bamenda. Ambiance ordinaire à l'entrée du campus universitaire de Bambili ce 26 octobre 2018. Au rectorat, une brochette administrative est au travail. L'un des personnels nous conduit au bureau du directeur des affaires administratives. Chaises vides, liasses de documents et boissons sur la table nous accueillent. Le professeur Paul Bouffon n'y est les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité. 240 millions de francs CFA, c'est le montant destiné à l'aide publique à la communication privée cette année. Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'aide déposées par les entreprises de médias privés étaient réunis ce vendredi à Yaoundé autour du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Sur la table, 135 dossiers au total en examen. Reportage Agnès Solange-Abessou. 2 sessions couplées pour systématiser au gouvernement l'appui à l'aide publique. Et cette année, 135 éligibles. On a tenu compte d'abord de ceux qui présentent un bon dossier fiscal, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est par rapport à la convention collective. Beaucoup d'entreprises de presse ne sont pas enregistrées à la CNPS. Beaucoup sont recrutés dans les entreprises de presse, mais sans véritable contrat de travail. Et pour les entreprises de presse qui remplissent les conditions suscitées, le gouvernement les accompagne dans l'accomplissement de leurs tâches. Surtout qu'après la présidentielle, d'autres échéances arrivent et chaque acteur doit pouvoir jouer sa partition. Il y a des charges fixes, des charges indirectes et il y a une charge directe comme l'Internet, les charges locatives et les contributions salariales qui sont des charges auxquelles il faut faire face. Alors donc l'aide à la consistant à faire l'échelle courte à la presse pour qu'elle parte des organes de presse pour devenir des entreprises de presse. Il y a eu des événements qui sont venus parasiter notre budget, ce qui fait que le gouvernement a mis donc à la disposition de la presse ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous souhaitons simplement que vous en fassiez très bon usage. À l'aide publique, à la communication privée, s'ajoute la formation permanente des journalistes et bien d'autres appuis substantiels à mettre à l'actif du gouvernement pour l'amélioration des conditions
Du personnel de l'État, le ministère des Finances a ouvert ce 26 octobre 2018 la phase du précontentieux. Les agents de l'État non recensés ou ayant vu leur recensement invalidé ont 3 mois pour se mettre en règle sous peine de voir leur salaire suspendu. Sont concernés par le précontentieux environ 26 000 personnels de l'État. Ce matin, ils étaient déjà nombreux dans les couloirs du ministère des Finances pour compléter leur dossier. Le point avec Sidoine Moncan. Près de 26 000 agents de l'État encore dans une situation irrégulière par rapport à leur solde à la fonction publique. 7 mois après le lancement de l'opération de comptage physique du personnel. L'issue de la première phase du recensement s'attelle à se faire identifier. Quand le recensement a commencé, ça ne regardait pas les retraités. C'est les anciens retraités qui sont OK. Parce qu'on a fait déjà moins d'1 an de la retraite, tous nos noms sont sortis. Les opérations se déroulent en toute sérénité, même si des manquements sont à relever. Nous sortons de l'extrême de Koussiri, vous mettez au conseil la distance et le transport. S'il fallait qu'on fasse 2 bureaux, un bureau qui reçoit ceux qui ont été recensés, qui ont les coupons en main, et ceux qui n'ont pas. Et des recensés dont les dossiers n'ont pas été validés. Ramener tous les personnels qui sont concernés sur bon de caisse pour être payés uniquement à Yaoundé, dans les postes comptables Yaoundé. Mais avant de se faire payer sur bon de caisse, ceux-là devraient d'abord venir se faire identifier. Concerné par cette phase de l'opération est rendu public. Ces personnels de l'État encore non identifiés ont jusqu'au mois de janvier 2019 pour fournir les preuves de leur appartenance légale au fichier solde de l'État. Suite et fin de notre feuilleton consacré aux lectures de notre jeunesse. Arrêt ce soir sur les histoires à l'eau de rose, comme on les appelle. Azur, Passion ou encore Harlequin ont fait rêver de milliers de femmes dans leur adolescence. Refuge sentimental pour certaines, rêverie pour d'autres. Ces romans d'amour n'attirent plus beaucoup les ados d'aujourd'hui. Entre nostalgie et évasion, revisitons cette bibliothèque féminine avec Gisèle Onguéné. Ces romans à l'eau de rose ont meublé la solitude et apaisé les chagrins et tourments de nombreuses jeunes adultes et adolescentes, longtemps avant les années 80, voire plus tard. Des femmes qui approchent aujourd'hui la cinquantaine ou dépassent la soixantaine. Depuis environ 25 ans, un peu plus. Les harlequins, ça fait rêver, de belles histoires d'amour. Je fais dans les romans depuis une trentaine d'années. Donc j'ai des gens qui étaient jeunes filles, qui sont devenues des grands-mères et qui continuent de lire. J'ai lu les suppléments nous deux, avec suppléments. Vous savez, à cet âge-là, il fallait apprendre tout ce qui était romantique. Il fallait parfois user de ruse pour s'en procurer, tellement la passion frôlait l'addiction. Il y avait un vendeur sur la route de l'école. Chaque semaine, il me prêtait deux romans que je lisais pendant la semaine. Je revenais avec les exemplaires prêtés. De nos jours, cette lecture silencieuse et intime a cédé la place chez les ados aux seuls manuels scolaires obligatoires et aux réseaux sociaux. Je lis principalement des auteurs français, Montesquieu, Guy de Maupassant, Émile Zola. Je ne connais pas Agathe Christie. Pourtant, ces fictions romanesques ont souvent comblé et continuent de combler les lecteurs en avec un surcroît de bénéfices didactiques. Il y a le vocabulaire qui est amélioré, même au niveau de la production d'écrit, la narration. Comme Suzanne, il existe encore des rats de bibliothèque chez qui la romance réussit à adoucir les mœurs pour une évasion saupoudrée de plaisir. Une nouvelle cuvée d'étudiants à l'IAI, la promotion 2015-2018. Ils étaient une centaine au total à avoir reçu ce vendredi leur diplôme de fin de formation dans les filières logiciels, systèmes et réseaux. C'était au cours d'une double cérémonie de remise de diplômes et de rentrée solennelle au Centre d'excellence technologique Paul Biya. Christian Batchegane. Sous une rafraîchissante fine pluie,
Une centaine d'étudiants recevaient ce jour leur parchemin de fin de formation au siège de l'IAI à Yaoundé, le centre d'excellence technologique Paul Biya, en même temps que l'institution procédait à sa rentrée solennelle avec les espoirs que lui porte le président Paul Biya, apôtre infatigable de l'IAI, expressément venu du Gabon pour porter à bout de bras l'étape entrepreneuriale qui s'ouvre à ces jeunes ingénieurs des systèmes et réseaux, du génie logiciel francophone et anglophone entre autres. Ici à IAI Cameroun, on a les résultats. Au cours de l'année, on voit les formations même qui se passent au niveau de toutes les couches sociales. Ça serait le système LMD de la première année à la troisième année. Les 5 allocutions, véritables plaidoyers, se sont succédés sur le pupitre pour saluer l'IAI comme pôle d'excellence en matière des technologies de l'information et de la communication, féliciter le représentant résident de l'IAI pour sa proactivité et son sens de l'initiative, et encourager ces jeunes ingénieurs dont l'expertise est plus que prisée dans notre société moderne. Dans la ferveur et la liesse populaire des parents et amis, les lauréats reçoivent ici leur parchemin et savourent l'instant, le rêve et la détermination se la disputant. Dakar, la capitale du Sénégal, a abrité du 12 au 22 octobre dernier l'Assemblée générale de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Le Cameroun y était fortement représenté avec près de 50 femmes. Les détails avec Michel Renaud. Ouanja. Les travaux de l'Assemblée générale de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, tenus à Dakar au Sénégal, ont regroupé plus de 600 femmes issues de 51 pays. A salué la foi des femmes catholiques. Normalement, je devais m'arrêter quand il y a l'appel du mieux-un, et c'est cela aussi, cette cohabitation, vous me permettez donc de laisser le mieux-un terminer son appel à la prière. La délégation camerounaise était bien les mamans eucharistiques du monastère du Mont Phébé, les Kwan Maria, les Dames apostoliques, la Catholic Women Association et la Ligue des femmes catholiques. Nous devons être des membres très actifs dans la société et dans l'Église. Le monde est assoiffé de paix. Nous devons promouvoir cette paix. L'appel à la sainteté était d'ailleurs l'une des 4 résolutions qui ont été retenues, et même lorsqu'il a été question de la recommandation pour les 4 années à venir. Je sors d'une très grande expérience. Au niveau d'abord de l'hospitalité, je peux vous dire que c'est tout un pays qui était plié en 4 pour nous recevoir, du président de la République jusqu'à toute sa population. Ici, Monseigneur Michael Banak, le nonce apostolique, le cardinal Adrien Sarr et Monseigneur Benjamin Diaye, l'archevêque de Dakar, ont prié pour la paix dans le monde. Nous sommes rentrés remplis de l'Esprit Saint. Et à notre retour, on découvre aussi l'élection du chef de l'État. C'était ce même 22. Ça nous a d'autant plus comblé de joie parce que l'UMOF, c'est la jonction entre l'Église et la société. L'Argentine, Maria Zervino, a été portée à la tête de cette organisation mondiale pour un mandat de 4 ans. Comment adresser la question de l'immigration, question au cœur des travaux de la session ordinaire du Parlement panafricain. Ce vendredi, à Kigali, au Rwanda, en marge de ces assises, les députés ont visité le musée du génocide, créé en avril 2004. Et ce soir, justement, nous entamons une série sur ces lieux chargés d'histoire. Premier arrêt, le musée de la campagne contre le génocide au Parlement rwandais, là où l'assaut contre les Tutsis a été lancé. C'est avec Lucrèce Medou-Djemba. L'année 1994 est écrite en lettres de sang au Rwanda. Plus d'1 million de morts et 3 millions de réfugiés. C'est la qui a commencé le lendemain du crash provoqué de l'avion du président rwandais de l'époque. Juvenal Habyarimana y laisse sa vie.
Nous sommes donc au 5e étage du Parlement rwandais et juste derrière moi, les stigmates, oui, les stigmates de ce sombre 7 avril 1994, date à laquelle la phase finale du génocide contre les Tutsis a été véritablement lancée ici au Rwanda. Dans ce Parlement, ce jour-là, étaient regroupées les forces du FPR, près de 600 soldats, mais également les forces politiques qui avaient donc été sur l'organisation du génocide et sur ses principaux acteurs. La première partie à l'intérieur nous explique un peu comment le génocide a été préparé et comment de la branche armée du FPR qui pendant 3 mois s'évertue à repousser les assauts des génocidaires qui pillent et tuent sans pitié à travers le pays. Trahis et abandonnés, les Rwandais s'accrochent à l'armée patriotique. Elle pourchasse les génocidaires et gagne la bataille du Ribeiro Hill. Le cauchemar prend fin ici. Jamais ça. En culture, la musique, le cinéma et la danse sont au menu de l'agenda culturel du week-end avec la sortie officielle de l'album Pain Sardine de Dynastie Le Tigre en featuring avec l'artiste ivoirien Kedjevara et la 14e édition des rencontres internationales du film court. Les projections débutent ce samedi. Étienne Pascal Azégué déroule l'agenda culturel du week-end. Pain Sardine, en featuring avec l'artiste ivoirien DJ Kedjevara, est présenté au Méléman de Douala ce vendredi au Black and White à Bonanjo. Du Bikoutsi également au menu ce vendredi avec le prince de ce rythme de la forêt équatoriale. Govinal est sur les planches de l'espace. Parce que les amoureux du 7e mars sont servis avec la 14e édition des rencontres internationales du film court. La pensée de Descartes n'est pas aussi éloignée de celle de Martin Toa. Je suis fatiguée, j'ai des aérés de sommeil. Le Prince de Genève est en première projection à la salle Citabella du ministère de la Communication. Ça sera samedi. Samedi également avec la mode qui meuble le week-end culturel. Un défilé de la mode africaine. Dans ce journal, ce télégramme officiel du président de la République, du président fédéral de la République d'Autriche, je reprends ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Alexander Van der Bellen, président fédéral de la République d'Autriche. Monsieur le président fédéral, j'ai le plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays ce 26 octobre. J'y associe mes souhaits de bonheur pour le peuple autrichien. Veuillez agréer, Monsieur le Président fédéral, les assurances de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya, président de la République du Cameroun. En sport, les commissions chargées de la cérémonie de clôture de la saison sportive 2018 doivent accélérer les préparatifs. Prescription du ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'était au cours de la 2e réunion préparatoire de cet événement que présidait Bidong Pat ce vendredi à Yaoundé. Les détails avec Luc Perry-Wandji. Avant le point des préparatifs, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a situé les enjeux et précisé la singularité de la cérémonie de clôture de la saison sportive 2018. Elle se tient au lendemain d'un scrutin qui a consacré l'avènement à la tête de l'État d'un tout nouveau président. Le président de la République, plébiscité par la majorité des Camerounais,
pour un nouveau mandat de 7 ans. Si l'on en croit les rapports des commissions impliquées dans l'organisation de cet événement, les préparatifs vont plutôt bon train. Mais il faut bien plus que des mots pour rassurer le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Pierre Ismaël Bidonpat prescrit à ses troupes le début effectif des répétitions générales et recommande ardeur au travail pour que la grand-messe du sport camerounais connaisse un franc succès et annonce la prophétie des beaux jours de la CAN 2019. Cet événement de grande envergure doit être spécial à tout point de vue, original, riche en innovation, prestigieux et exceptionnellement beau. Il est spécialement question d'offrir un grand bouquet au président de la République, chef de l'État. Faites vivre au président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, l'avant-goût de ce que sera la CAN. Aucune date n'est encore avancée pour la tenue de cet événement, mais tout laisse croire que son jour est déjà proche. Déclaration du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui, au cours d'un point de presse cet après-midi, s'est exprimé au sujet des manifestations publiques. Écoutons. L'élection présidentielle au Cameroun a connu 5 étapes majeures. La convocation du corps électoral, la campagne électorale, le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, le contentieux électoral et la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. La prestation de serment du président élu couronné un processus qui s'est déroulé de manière pleinement le chef de l'État avait donné des instructions fermes à l'administration en vue de la sécurisation du processus électoral afin que cette élection majeure dans la vie de notre pays se déroule dans le calme et la sérénité. Elections Cameroun Elecom, organe indépendant chargé de l'organisation matérielle du scrutin présidentiel, a déployé des efforts méritoires pour que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles et dans le respect des normes internationalement admises. Ce double pari a été largement atteint. La campagne électorale et l'élection qui a suivi se sont déroulées sans incident majeur. Il y a toutefois lieu de regretter qu'avant l'élection présidentielle et après celle-ci, un candidat ait cru devoir faire des déclarations s'inscrivant dans une démarche illégale et anticonstitutionnelle, notamment en s'autoproclamant vainqueur de l'élection avant même que le Conseil constitutionnel, autorité compétente, ne la suite ravisée en revenant dans le jeu institutionnel par la saisine du Conseil constitutionnel, devant lequel il a librement fait valoir ses arguments. Il a ensuite de nouveau décidé de se mettre en marge de la légalité en contestant le verdict du Conseil constitutionnel. Le dit candidat et son entourage n'ont cessé de multiplier les provocations et de poser des actes dangereux pour la paix sociale en essayant notamment d'organiser un mouvement insurrectionnel. Plusieurs de ces actes et déclarations tombent sur le coup des lois en vigueur dans notre pays, notamment
des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi contre le terrorisme, réprimant les atteintes à la sûreté de l'État et l'incitation à la rébellion. Le peuple camerounais a jusqu'alors fait preuve de sa grande maturité en restant sourd aux appels du ministre de l'administration territoriale de rappeler qu'avec la proclamation le 22 octobre des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, le processus électoral est terminé. L'administration a jusqu'alors fait preuve de retenue. Il est toutefois de mon devoir de prévenir que désormais, nous n'allons tolérer aucun désordre. Toutes les tentatives, les auteurs comme ceux qui les y auront incités auront à répondre devant les instances judiciaires compétentes. À ma connaissance, la qualité d'ancien candidat à l'élection présidentielle ou membre d'un parti politique ne confère aucune immunité. Tous ceux qui seraient tentés de violer les lois de la République auront à en répondre devant les instances appropriées et subir Paul Tangandji que se referme ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Cette édition était préparée avec la collaboration de Gisèle Onguéné et de Stéphane Zembomon, stagiaire de l'ESTIC. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. À demain, 20h30. Bonsoir.